A été la vedette de deux articles dans La Brousse récemment. Avez-vous apporté des copies de votre livre? Je vais demander à M. Gagnon, peut-être le premier, de prendre la parole. Je vais lui passer le micro, vous n'êtes pas obligé de vous lever, pour nous raconter une anecdote dont il a tiré une leçon et qu'il veut partager avec nous. On va faire la même chose avec nos autres témoins. Bonjour tout le monde. Lorsque votre président Gilles m'a demandé de raconter quelque chose, j'ai décidé de choisir un voyage, mon premier voyage en hiver à Fort Shango, à Kuujjuaq. Donc, pour prouver que je suis allé, j'ai apporté mon carnet de vol, la carte, les photos. Fait que si quelqu'un veut voir plus tard, je pourrais vous montrer ça. Mais ça se passe en 1954. Au cours de l'été 53, la compagnie Iron Ore avait fait des recherches d'exploration dans le bout de Fort Shango. Et puis, un des prospecteurs qui travaillait pour la compagnie a décidé de, quand ils ont fini le travail dans le mois de septembre 1953, il était trop tard pour staker, vous savez que ça veut dire staker, de prendre possession du terrain. Donc, la compagnie Iron Ore avait décidé qu'ils retourneraient en mars 1954, parce que le mois de janvier, les journées sont trop courtes, il fait trop froid. Donc, il avait prévu de retourner en 1954. Donc, un des prospecteurs, M. Gordon Leslie, est allé voir une compagnie de Toronto, puis s'est fait donner un grub stake. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, un grub stake. C'est un prospecteur qui va voir une compagnie, puis il lui dit, moi, je vais aller prospecter un terrain. Si je trouve quelque chose, je te donne un pourcentage. Donc, à ce moment-là, la compagnie lui donne un montant d'argent pour se rendre prospecter. Donc, ce monsieur a eu un grub stake, puis a décidé d'aller au plus sacrant, prendre possession du terrain. Mais pour le faire, il ne pouvait pas engager une compagnie de cette île parce que les gens, ça serait su par Iron Ore qui s'en allait là. Donc, il a demandé Wheeler Airlines de Saint-Jovite, on est loin de là. Et puis, il voulait qu'on aille le plus tôt possible, il voulait qu'on aille à Noël, en fait. Mais moi, j'ai demandé de retarder jusqu'au 13 janvier. Donc, le 13 janvier, M. Leslie et son compagnon, qui était un jeune homme de 18 ans, qui n'était pas habillé pour le froid, qui est arrivé à Saint-Jovite. Et moi, j'ai commencé par lui dire « Va t'habiller ». Et puis, finalement, on est parti pour Fort Shango le 13 janvier 1954, il y a 57 ans. Je dois vous dire qu'à ce moment-là, à partir de Roberval, les cartes étaient vraiment inexistantes. C'était des cartes blanches, on avait les grands lacs, des rivières, mais pas grand-chose. Puis pour se rendre le plus direct possible, lui, il voulait qu'on évite Shefferville et cette île. Il fallait monter direct par Nitchikun. Je pense bien qu'il y a beaucoup de vous qui ont entendu parler de Nitchikun, qui était l'endroit le plus difficile à trouver dans la province de Québec à ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas de radio, on n'avait pas de système de navigation et on n'avait pas de carte. Et avec un Norseman, moi mon voyage se faisait avec un Norseman Mark V, on avait à peu près 4 heures de sens, peut-être 4h15 sur un long voyage. Et pour se rendre, je vois ici, c'est 3h35 de Saint-Félicien pour me rendre à Nitchikun. Fait qu'il ne restait pas beaucoup de réserves, juste la limite de 45 minutes. Donc, on a quitté Saint-Jovite le 13, on est arrêté à Saint-Félicien, et quand les gens nous demandaient où qu'on allait, sur chaque place qu'on allait, les gens te demandent toujours. Moi, je disais toujours qu'on s'en allait à cette île, pour pas qu'ils sachent où qu'on allait. Donc, on a dû attendre 2 jours à Saint-Félicien à cause du mauvais temps, parce que c'était bien certain que les vieux pilotes, surtout Dory Lotero, qui était un vieux pilote de Wheeler Airlines, il m'avait d'abord prêté son sextant. J'avais appris comment me servir de mon sextant, parce qu'il dit, si jamais tu te perds ou tu ne te trouves pas, bien, avec la nuit, tu pourrais prendre des positions, trouver la position avec le sextant. J'avais mon sextant. Et puis, il m'avait dit que d'être sûr de ne pas essayer de trouver Nitchikun quand c'était nuageux, s'assurer que c'était une journée ensoleillée. Donc, j'ai bien réussi à trouver Nitchikun. Le lendemain matin, le 14,
lorsqu'on s'est levé, il faisait 35 sous zéro. J'avais appris d'Arthur Fecteau de jamais décoller quand il faisait plus froid que 30 sous zéro. Donc, on a attendu un peu, on a chauffé le moteur, puis finalement, j'ai réussi à avoir 100 degrés, qui était le minimum de la température des cylindres pour décoller. J'avais un mécanicien qui s'appelait Marcel Rainville, qui était un gars bien connu, un expert. Et puis, on décolle, j'ai ma carte, puis je suis ça avec mon doigt, avec mon crayon. Et puis, à peu près 5-10 minutes en montant, il y a une fuite qui semblait être de l'eau dans le pare-brise. À ce moment-là, nous, pour se rendre là, on avait tout scellé les fenêtres avec du duct tape. Et puis, Marcel, il dit, ben, je vais regarder qu'est-ce que c'est. Il enlève le tape, prend le guenille, il sort. Il dit, c'est du gaz. Fait que, tout de suite, je fais un 180 avec ma carte. Je regarde, je vois de la fumée, ça fait que je mets la carte là. Je continue vers la fumée. Quand j'arrive à la fumée, c'est un petit cric qui était là, puis il y avait de l'eau. La fumée montait de l'eau. C'était pas Nishikun. Fait que là, je reprends ma carte, mais je me tourne, puis tout d'un coup, je vois un avion sur le lac. C'était Phil Larivière qui est arrivé sur là avec un Husky. Fait que j'ai retourné là. On a vérifié le moteur, on a enlevé les capots, on a tout fait. On n'a rien trouvé. Décollé, finalement, 3h40 plus tard, on est rendu à Fort-Chameau. En arrivant à Fort-Chameau, il faisait mauvais, donc on a été 2 jours là à attendre, puis le travail, c'était d'aller conduire M. Leslie sur un lac à 75 000 au nord-ouest de Chameau. On devait le laisser là pendant une semaine avec son aide, mais pendant le voyage, on s'est aperçu que ce jeune homme était inutile. Ça fait que Marcel Rainville et moi, on a suggéré à M. Leslie qu'on l'accompagnerait, qu'on laisserait le jeune homme là, et au lieu d'emmener le jeune homme, on prendrait un guide local, un Esquimau qu'on les appelait dans le temps, les Inuits. Donc, il y avait un guide qui s'appelait Joseph, que j'ai sa photo ici. On a engagé Joseph, puis nous autres, on a fait le travail. Marcel Rainville et moi et M. Leslie, pendant que Joseph nous accompagnait, au cas où on aurait un problème, on serait obligé de sortir là, peut-être à pied, là. On avait de l'air. Oh, une autre chose que je dois vous mentionner, personne ne savait où on allait, mais j'avais quand même, il y avait quelqu'un qui travaillait pour Mont-Laurier Aviation à Fort-Chameau. Je lui avais dit où qu'on allait. J'avais donné la place exacte, puis je lui avais dit, au bout d'une semaine, si on n'est pas revenu, envoie un avion. Donc, on a passé 5 ou 6 jours là, à marquer ce terrain-là, poser des bâtons pour marquer le terrain. Et puis, on est revenu finalement à Fort-Chameau, puis revenu à Saint-Jovite. Le retour à Saint-Jovite, je vois ici, tiens, Félicien, je suis revenu de la même façon. Je suis revenu à Saint-Jovite le 27. Donc, on a été 14 jours partis pour à peu près 25 heures de vol. Ce qui faisait, là, ça me faisait 75 $, je pense. On était payé 3 cents du mille. J'avais fait 2500 000. On était payé à ce moment-là 250 $ par mois et 3 sous du mille. Fait que ça m'avait donné 75 $ pour la semaine, en surplus. Je dois vous dire que je suis retourné 2 autres fois, mais à ce coup-là, à ce moment-là, maintenant qu'on avait marqué la plupart, une bonne partie du terrain, j'ai pu me rendre par Québec, Bécomo, Sept-Îles, Shefferville. Le seul incident que j'ai eu après ça, c'est quand on était à Shefferville. C'était le 14, en route pour Fort-Chameau, le 14 février. On était à Shefferville le soir qu'il y a eu le dernier clou planté dans la ligne de chemin de fer. C'était le 14 février 1954. Et puis ce soir-là, je restais dans un campement avec la compagnie Hollinger-Angava. Puis il y avait Gaby Blanchette, que vous connaissez peut-être, les frères Blanchette de cette île, et Lloyd Hogan, qui était le chef pilote de la compagnie Hollinger-Angava, qui volait un Beaver. Ils nous avaient invités à rester dans leur campement. Et puis, moi, je ne buvais pas dans ce temps-là. Mais le mécanicien qui était avec moi, Stuart Forbell, il prenait un coup. Et puis Gaby Blanchette, puis comment il s'appelle, Lloyd Hogan, ça prenait un coup.
Fait que le soir, on a mangé ensemble dans le campement. Et puis, on commençait à prendre un coup. Puis tout d'un coup, Lloyd Hogan a sorti un couteau pour attaquer Gaby Blanchette. Et on commençait à s'ostiner. C'était son mécanicien. Et puis finalement, mon Stuart Forbell avait 6 pieds, puis il était gros. Il a sauté sur les gars. Puis quand il a sauté sur lui pour lui enlever le couteau, les lumières sont éteintes. Plus de lumière. Ça fait que là, tout le monde, on est allé se coucher parce que les lumières ne sont pas revenues. Le lendemain, j'ai appris que c'était le party qu'il y avait pour le dernier clou, planter le dernier clou. Puis il y avait eu tellement un party que la compagnie avait fermé la lumière pour arrêter la bataille. Mais le lendemain matin, il m'est arrivé un autre incident en décollant. On a eu une panne de moteur avec un morceau qui s'est décoché dans le tuyau d'échappement qui faisait un grand bruit. Heureusement, il y avait des pièces chez Hollinger, on a pu le réparer. Bon, c'est à peu près tout. Je veux vous dire que j'en ai fait un 3e en mars pour la même façon, mais à un lac différent. Et à ce moment-là, les 2 derniers voyages, monsieur le prospecteur, monsieur, comment il s'appelle? Leslie, c'est avec quelqu'un de plus compétent avec lui, donc j'ai pu rester à Fort Chaimo pour les attendre là. Dernière chose que je dois vous dire, que j'ai été content quelques années plus tard de pouvoir y aller avec cet avion-là en 1h50. C'était un peu mieux. Je suis allé souvent avec cet avion-là pour transporter des malades de Fort Chaimo à Québec. Et je vous remercie beaucoup. Un gros merci, M. Paul, pour ce témoignage. Comme vous voyez, il y en a à raconter. Puis si vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir y poser des questions tout à l'heure. En plus, son livre, il y en a quelques copies disponibles. Mais son logbook, il ne le donnera pas à personne. Vous pouvez le vérifier, mais je pense que c'est précieux. Il y a même une photocopie de son logbook. C'est merveilleux. Il a vécu des expériences pas mal intéressantes. Another witness of the history of aviation in Quebec. Ah ouais. Vous êtes chanceux, il m'en reste quelques-uns. Non. Monsieur Gagnon a beaucoup à raconter. Son histoire remonte au début de l'aviation, pratiquement, en Abitibi. Il a été un des kingpins de Wheeler Air. Il a travaillé, en fait, puis là je passe ça vite parce que je pourrais vous en parler pendant 1 heure de temps, mais entre autres, il a eu l'occasion de piloter du Beaver, du Otter, du Canso, du DC-3 et jusqu'au jet à l'essage. D'ailleurs, le titre de son livre, c'est ça, hein, le jet à l'essage, les mémoires du pilote du jet à l'essage, à titre de directeur des services aériens gouvernementaux. Donc, M. Gagnon a fait partie de l'histoire de l'aviation au Québec. On est honoré de l'avoir aujourd'hui pour nous parler un peu de ses expériences. Ensuite, Bob McCune. Bob...